Bonjour et bienvenue. Dans cet enregistrement, je vais répondre à une question que l'on me pose assez régulièrement. Dois-je recourir à un expert comptable pour faire la comptabilité de ma SAS? Donc je vais y répondre en 4 points. Le premier, je vous ferai un rappel sur ce que c'est en réalité faire la comptabilité. Dans un deuxième, je vous expliquerai en détail les obligations comptables de la SAS. Dans un troisième, je vous présenterai également les besoins qu'a une entreprise pour la gestion financière de son activité. Et enfin, dans un dernier point, je vous présenterai les possibilités qui sont réalisables en interne ou en externe à l'entreprise. Si vous me découvrez, je vous rappelle que je fais des vidéos, des podcasts et surtout une lettre privée confidentielle avec des contenus exclusifs. Le meilleur moyen de ne rien louper est de vous inscrire à ma lettre privée confidentielle. Je vous mets un lien d'inscription en dessous de cet enregistrement. Alors, commençons tout de suite par une petite introduction rapide. La question peut paraître comme ça assez simple. Dois-je recourir à un expert comptable pour faire la comptabilité de ma SAS? On peut s'attendre à une réponse assez rapide du type oui ou non. Le seul problème, c'est que vous doutez bien aussi que si je fais une vidéo sur la question, c'est que il y a un certain nombre de paramètres à prendre en compte, et ces paramètres, nous allons les voir tout au long des points que j'ai évoqués tout à l'heure. Dernier point dans l'introduction, c'est que là, je vous présente en fait les solutions pour la SAS, mais c'est aussi valable pour d'autres types de sociétés comme SARL ou donc les sociétés unipersonnelles, EURL et SASU. Donc voilà, passons maintenant tout de suite au premier point que je voulais évoquer avec vous, le fait de faire la comptabilité. Qu'est-ce que c'est? Alors là, je ne vais pas rentrer vraiment dans le détail puisque j'ai déjà fait une vidéo précédemment sur la question. Donc vous avez ici le lien à l'écran et je vous remettrai ce lien en dessous de l'enregistrement. Mais je veux juste vous rappeler ici que la comptabilité consiste en deux types de travaux, des travaux courants avec une comptabilité proprement dite et des déclarations. Et d'un autre côté, des travaux annuels qui sont constitués par l'arrêté des comptes, donc on appelle aussi souvent dans le jargon le bilan. On a également des déclarations et on a également du juridique à faire. Donc voilà pour ce premier rappel sur ce que c'est que faire la comptabilité. Deuxième point que nous allons voir maintenant, c'est quelles sont les obligations comptables de la SAS. Alors, les obligations comptables de la SAS dépendent en réalité de ces obligations fiscales. Elles vont dépendre déjà en premier lieu du régime réel déclaratif des bénéfices. Donc ça veut dire que on va déjà exclure tout ce qui est régime forfaitaire du type micro-entrepreneur. Parce que il n'y aura pas possibilité d'avoir ce type de régime fiscal en SAS. Donc ça nous laisse deux régimes déclaratifs des bénéfices, le régime simplifié et le régime normal. Deuxième point selon lequel qui va avoir une incidence en fait sur les obligations fiscales, c'est la nature et le secteur d'activité. Suivant que l'activité est industrielle, commerciale ou artisanale, on va être dans un régime dit entre parenthèses BIC, donc bénéfices industriels et commerciaux, ou alors une activité libérale, donc là le régime sera dit BNC, bénéfices non commerciaux. Enfin, troisième point, c'est le chiffre d'affaires que la société va réaliser. Et le dernier, ça sera l'option éventuelle qui aura été faite. Si vous êtes à un régime d'imposition simplifiée, vous pouvez opter pour un régime normal. Par contre, si vous êtes à un régime normal, donc qui est le régime le plus conséquent, vous ne pouvez pas à l'inverse opter pour un régime simplifié. L'option ne vaut que pour un régime supérieur. Donc voilà pour les différents points qui vont influer sur l'obligation fiscale. Et pour voir ça, j'ai trouvé donc un tableau assez bien présenté donc sur le site economy.gouv.fr. Donc là c'est pareil, je vous mettrai le lien en dessous
de l'enregistrement et nous allons tout de suite aller le voir. Donc ce tableau, il figure ici, où on a ici la ventilation des régimes d'imposition suivant la nature des activités, donc ce que je vous disais tout à l'heure, donc l'activité BIC qui figure ici dans les trois premières colonnes, et l'activité BNC qui figure dans la deuxième. On a ici dans la première ligne le régime micro-entreprise, et donc on voit que le régime micro-entreprise alors ne pourra pas s'appliquer à la SAS, mais ça vous rappelle néanmoins quels sont les seuils du régime micro-entreprise. Donc en matière de vente, on doit avoir un chiffre d'affaires inférieur à 170 000 euros. En matière de prestations, on doit avoir un chiffre d'affaires inférieur à 70 000 euros. Et si l'activité est mixte, on doit avoir un chiffre d'affaires total inférieur à 170 000 euros, tout en ayant des prestations de services qui sont inférieures à 70 000. Et pour la dernière catégorie, donc la catégorie bénéfices non commerciaux, donc BNC, le chiffre d'affaires doit être inférieur à 70 000 euros. Alors, petite parenthèse, là c'est les seuils de chiffre d'affaires pour l'imposition des bénéfices. En matière de TVA, ce ne sont pas les mêmes seuils. En matière de TVA, pour la franchise en base de TVA, je fais juste là vraiment une petite parenthèse, les seuils sont grosso modo divisés par deux. C'est aux alentours de 85 000 et aux alentours de 35 000. Donc ne vous fiez pas à ces chiffres-là pour la TVA, c'est uniquement le chiffre pour l'imposition des bénéfices. Ensuite, le deuxième régime d'imposition qui est cité dans ce tableau et donc qui va nous intéresser pour notre SAS, c'est le régime simplifié. Donc le régime simplifié, on voit qu'en matière de vente, les seuils de chiffre d'affaires sont de 170 000 euros, sont compris entre 170 000 euros et 789 000 euros pour les ventes de marchandises, 70 000 et 238 000 pour les activités de prestation. Pour les activités mixtes, c'est la même règle que précédemment, avec les seuils ajustés en fonction de l'activité de vente. On voit qu'ici, au bout, dans la colonne activité non commerciale BNC, il n'y a pas de chiffre. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de régime simplifié pour les BNC. On a soit un régime de micro-entreprise, soit ce que l'on a ici tout en bas, le régime de la déclaration contrôlée, qui lui s'applique à partir du moment où on a un chiffre d'affaires annuel supérieur à 70 000 euros hors taxe. Donc, pas de simplifié pour les activités non commerciales ou BNC. Deuxième régime qui peut s'appliquer à notre SAS, le régime réel normal. Donc là, c'est si vous faites un chiffre d'affaires en vente de marchandises supérieur à 789 000 euros, en prestation de services 238 000 et pour une activité mixte, le total de 789 000. Donc voilà les régimes fiscaux qui sont applicables et qui vont générer des obligations comptables différentes. Donc on va revenir maintenant sur la présentation et passer à cette diapositive-là qui présente les deux obligations comptables en fonction des régimes fiscaux. Donc quand vous avez un régime fiscal simplifié, vous pouvez faire ce que l'on appelle une comptabilité de trésorerie. Une comptabilité de trésorerie, c'est l'enregistrement des paiements, donc des flux monétaires, et une affectation de ce paiement à une catégorie de dépenses ou de recettes. Alors cette catégorie de dépenses ou de recettes, on l'appelle également un compte comptable. Cet enregistrement des paiements va vous permettre d'avoir la position de trésorerie au fur et à mesure de l'enregistrement des opérations. Donc c'est pour cela qu'on appelle ça une comptabilité aussi de trésorerie, parce qu'on enregistre les paiements et on a une position de trésorerie. En fin d'année, par contre, pour l'arrêté des comptes, il va falloir ajouter les sommes dues, donc ce que l'on appelle également les dettes et les créances. Donc on voit bien qu'en cours d'année, c'est un système qui est simplifié parce qu'on n'enregistre
que les paiements, et en fin d'année, on rétablit pour avoir une image correcte du patrimoine de l'entreprise à la fin de l'exercice. Donc voilà pour le premier régime simplifié, donc qui peut être fait avec une comptabilité de trésorerie. Le deuxième régime, c'est le régime donc qu'on a vu tout à l'heure en fonction des chiffres d'affaires, c'est le régime réel normal. Le régime réel normal, quant à lui, nécessite ce que l'on appelle une comptabilité d'engagement. Donc la comptabilité d'engagement, à la différence de ce qu'on a vu précédemment pour la comptabilité de trésorerie, on va là maintenant non plus enregistrer les paiements, mais on va enregistrer les achats et les ventes d'après les factures. C'est ce que l'on appelle aussi, d'un point de vue économique et comptable, des flux réels, et on va les affecter par nature suivant une classification de charges et de produits, et on va les affecter aussi par tiers selon les clients ou les fournisseurs dans des comptes, à chaque fois dans des comptes comptables. Donc là, ça va nous permettre au fur et à mesure d'avoir les dettes et les créances. Par contre, on va continuer également, indépendamment de l'enregistrement de ces achats et de ces ventes, on va continuer à enregistrer par ailleurs les paiements. Donc ça nous permettra également d'avoir la position de trésorerie. Donc on aura 3 indicateurs en comptabilité d'engagement, on aura les dettes et les créances et la position de trésorerie au fur et à mesure des enregistrements comptables. Donc la façon de procéder, vous voyez qu'elle est un petit peu plus lourde en comptabilité d'engagement qu'en comptabilité de trésorerie. Donc là, ça va dépendre, en fait, la comptabilité va dépendre de votre régime fiscal, mais ça n'empêche que vous avez malgré tout, comme je vous l'expliquais précédemment, une possibilité d'option pour le régime réel normal si vous êtes au régime réel simplifié. Par contre, dans le sens contraire, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas, si vous êtes soumis au régime réel normal, vous n'avez pas d'option possible pour le régime réel simplifié. Donc voilà rapidement exposé quelles sont les obligations comptables de la SAS. Maintenant, passons au troisième point. Après les obligations comptables, on va malgré tout peut-être avoir des besoins en matière de gestion financière pour gérer la société. Je vous fais juste un bref rappel par rapport à la vidéo dans laquelle j'expliquais ce qu'était la comptabilité. La comptabilité est destinée effectivement à l'État pour déterminer le montant du bénéfice et de l'impôt, mais elle est aussi destinée à l'entrepreneur ou à ses associés pour gérer l'entreprise. Donc ça, vous retrouverez les explications dans la vidéo que je vous ai indiqué tout à l'heure. Donc là, on a vu précédemment quelles étaient les obligations pour en fait déterminer le montant de l'impôt. Maintenant, on peut malgré tout avoir des besoins qui soient différents pour l'entrepreneur ou les associés. Donc on peut avoir besoin d'informations supplémentaires pour la gestion financière de son entreprise. Alors, à quoi cela va être dû? Ça va principalement être dû aux besoins de financement. Alors, les besoins de financement, je vais vous en citer quelques-uns. Par exemple, sur le long terme, on peut avoir besoin de financement pour ces investissements. Par exemple, si vous achetez un fonds commercial ou artisanal ou une clientèle libérale ou du matériel ou des véhicules, vous allez avoir besoin de financement. Ces financements, vous allez les obtenir soit auprès d'associés, soit par des emprunts auprès de votre banque. Deuxième type de besoin de financement, c'est les besoins de financement à court terme. Par exemple, si votre activité nécessite des stocks, si vos clients ne payent pas au comptant, si vous ne payez pas vos fournisseurs au comptant, vous allez avoir des besoins de financement. Et si vous avez des besoins de financement, vous allez avoir besoin d'informations régulières, sur ces différents postes. Donc que ce soit les investissements, les emprunts,
les stocks, les créances clients ou les créances fournisseurs. Donc dans ces cas-là, si vous n'avez pas besoin de ce type d'informations-là, vous pourrez faire une comptabilité de trésorerie. Ce sera largement suffisant. Par contre, si vous avez besoin de ces informations, vous allez normalement être contraint de faire une comptabilité d'engagement. Donc on voit que ici, on a une obligation qui n'est pas liée à la comptabilité ou à la fiscalité, mais on a une obligation, on a un besoin qui est lié à la gestion financière de la société. Donc vous pouvez très bien vous situer dans un cas où vous avez une obligation comptable au régime simplifié, mais que le suivi financier de votre société vous oblige à faire une comptabilité d'engagement pour pouvoir bien gérer. Donc on peut toujours choisir le niveau supérieur. Par contre, si vous avez un volume d'activité qui est tel que vous avez une obligation comptable de comptabilité d'engagement, mais que en réalité vous n'avez pas de besoin financier, vous ne pourrez pas malgré tout opter pour une comptabilité de trésorerie. Dans ce sens-là, donc dans le niveau inférieur, ce n'est pas possible. Donc voilà ce que je voulais vous préciser en matière de besoins pour la gestion financière de l'entreprise. Dernier point que je souhaitais aborder donc pour répondre à cette question, c'est de vous expliquer ce qu'il est possible de faire en matière de comptabilité interne ou externe. Donc déjà sur l'aspect interne, est-ce que c'est possible de faire sa comptabilité en interne ? Alors oui, c'est tout à fait possible. Le recours à un expert comptable n'est pas obligatoire, alors sauf cas particulier, par exemple où vous avez besoin de visa, comme par exemple pour un centre de gestion agréé, pour une activité de transport, etc. Donc il doit y avoir quelques autres activités où vous avez besoin de visa. Donc dans ces cas-là, effectivement, vous serez dans l'obligation de recourir à un expert comptable. Alors après, à définir avec lui le niveau précis d'intervention. Mais dans le principe général, le recours à un expert comptable n'est pas obligatoire. Alors, quelles sont les limites pour faire la comptabilité en interne dans l'entreprise ? La limite, c'est principalement une limite de compétences. Il faut avoir les compétences pour pouvoir faire la comptabilité de façon correcte. Alors la façon d'avoir les compétences, si vous ne les avez pas vous personnellement en tant qu'entrepreneur, et ce qui est fort probable, tout le monde n'a pas fait de formation comptable, il y a deux façons de l'avoir. C'est soit de vous former si vous avez un petit peu de temps ou d'argent, soit d'embaucher un salarié, donc comme une secrétaire comptable ou un comptable, à temps plein ou à temps partiel en fonction du volume d'activité qu'il y a à traiter en réalité. Par contre, il faut toujours distinguer dans cette comptabilité interne ou externe les deux types de travaux que je vous ai cités dans le premier point. Pour les travaux courants, comme ils sont relativement simples, c'est assez facile et entre guillemets conseillé de le faire en interne. Par contre, pour les travaux annuels, comme c'est un petit peu plus compliqué, c'est pas forcément conseillé. Vous n'aurez pas forcément la nécessité d'avoir un comptable expérimenté dans votre société pour faire le bilan, uniquement le bilan en fin d'année. Donc dans ces cas-là, si vous voulez, effectivement, vous pourriez avoir les travaux courants qui soient faits en interne et par contre les travaux annuels qui soient faits en externe. Alors les avantages de faire tout cela en interne, c'est que votre entreprise est indépendante. Vous maîtrisez les informations comptables et financières de base dont vous avez besoin, et notamment les informations que vous avez besoin pour la gestion de l'activité et la gestion financière de votre entreprise. Donc ça, c'est vraiment les deux très gros avantages de faire sa comptabilité en interne, ne serait-ce que les travaux courants. Alors, les inconvénients, franchement, vraiment pour vous en citer un, je citerai peut-être
la mise en place, parce qu'effectivement mettre en place une comptabilité, une gestion comptable en interne, même au niveau de la comptabilité courante, ça va vous demander effectivement un petit peu de travail et peut-être beaucoup plus que si vous déléguiez tout en externe. Mais vraiment, c'est le seul inconvénient que je vois. Deuxième solution, la comptabilité en externe. Alors, est-ce que c'est possible? Eh bien, oui, c'est possible aussi. Par contre, il y a également des limites. La comptabilité en externe, vous pouvez ne la faire que auprès d'un expert comptable. C'est l'activité donc de réaliser une comptabilité, alors que ce soit de la comptabilité des travaux courants de comptabilité ou de l'arrêté de compte annuel, c'est une prérogative d'exercice de la profession d'expert comptable. Donc la profession d'expert comptable est une profession réglementée avec des normes professionnelles, un code de déontologie, une obligation de diplôme. Le diplôme d'expert comptable est un diplôme de niveau doctorat, etc., etc. Donc c'est vraiment une profession réglementée. Donc ça veut dire que si vous sous-traitez à quelqu'un en externe, que vous lui déléguez votre comptabilité, vous devez vérifier qu'il soit bien expert comptable. Si il n'est pas expert comptable, il fait de l'exercice illégal de la profession d'expert comptable. C'est exactement la même chose que quelqu'un qui exercerait la médecine en n'ayant pas le titre de médecine et en n'étant pas inscrit à l'ordre des médecins. C'est pareil, au niveau des experts comptables, il y a un ordre auquel chacun des professionnels doit être inscrit. Donc si il n'est pas inscrit à cet ordre, c'est qu'il fait de l'exercice illégal de la profession, et là c'est répréhensible sur le plan civil et pénal, je crois, de mémoire, et surtout vous encourez des risques, parce qu'il n'a pas l'assurance que peut vous procurer un expert comptable inscrit à l'ordre des experts comptables. Donc voilà, je referme la parenthèse sur l'expert comptable. Vous avez bien compris à qui vous devez faire appel dans ces cas-là. La deuxième limite aussi, c'est d'organiser en interne les travaux administratifs, parce que l'expert comptable vous soulagera de l'aspect comptabilité, alors que ce soit des travaux courants ou des travaux annuels, si vous souhaitez lui déléguer les deux, mais vous resterez malgré tout à faire en interne les travaux administratifs, et vous devrez gérer avec lui les échanges de la matière première que vous devrez lui fournir. Troisième point en ce qui concerne les limites, à mon avis, vous devez malgré tout, même si vous déléguez alors qu'une partie, les travaux courants les travaux annuels, ou les deux parties, travaux courants et travaux annuels, vous devez à mon avis malgré tout avoir un minimum de connaissances de base pour pouvoir dialoguer avec l'expert comptable, donc comprendre ce que l'expert comptable vous dit, comprendre les différents éléments qui sont dans les arrêtés de compte annuels et dans la comptabilité, de manière à ce que vous puissiez juger de la qualité des travaux qui sont réalisés. Donc là, vous avez bien compris aussi dans les limites qu'il faut toujours distinguer les deux types de travaux courants et travaux annuels. Alors, les avantages que ça procure de faire en externe sa comptabilité, c'est que en fait vous n'avez plus besoin de trop de compétences en interne, et vous pouvez vous reposer sur l'expert comptable. Donc en fait vous vous déchargez d'une partie entre guillemets de la charge que représente la comptabilité. Par contre, les inconvénients, c'est que si tout est externalisé, il y a un phénomène de dépendance, c'est-à-dire que vous êtes dépendant de l'objectivité et du bon vouloir de l'expert comptable. Si vous traitez les travaux courants en interne, vous avez la matière première en interne, et donc vous êtes indépendant. Deuxième inconvénient que je vois, c'est qu'il faut aussi quand même malgré tout mettre en place une organisation pour la relation avec l'expert comptable. Et ce n'est pas non plus, troisième point, une décharge totale, parce que il faut malgré tout que vous surveilliez et que vous contrôliez ce qui est fait ou pas. Et surtout ne pas oublier
que c'est l'entrepreneur qui reste responsable de ses obligations, même si l'expert comptable est là pour l'assister. À partir du moment où l'expert comptable respecte les normes professionnelles, il ne sera pas responsable de quoi que ce soit. C'est l'entrepreneur qui est responsable de ses obligations vis-à-vis des différentes administrations. Donc voilà ce que je voulais vous dire en matière de comptabilité interne ou externe. Alors il est maintenant venu le temps de conclure. Alors je pense que vous l'avez bien compris au travers des différents éléments que je vous ai expliqués dans cet enregistrement. Pour moi, la meilleure solution dans beaucoup de cas, c'est de faire un mix des deux pour les différents travaux. Les travaux courants, il faut les réaliser à mon sens en interne, sauf cas particulier, et les travaux annuels, les faire réaliser en externe par un expert comptable. Donc voilà ce que je souhaitais vous dire sur ce sujet. J'espère que cela vous a été utile et que vous avez aimé. Dites-le moi en cliquant sur le pouce en haut ou de couleur bleue, ou le pouce en bas ou de couleur rouge, dans le cas contraire. N'hésitez pas non plus à faire vos remarques et observations en commentaire pour échanger sur le sujet. Merci de votre écoute et à bientôt.